Chapitre 68. Quoique j'eusse répondu à ma mère que mon retour n'était que provisoire, comme disait M. Lefebvre, elle s'était bien doutée au fond que ce retour était définitif. Son doute se changea en certitude quand elle vit se passer le dimanche, le lundi, le mardi, sans que je parlasse de retourner à Crépy. Mais, pauvre mère, elle ne me dit pas un mot de cette catastrophe. Il lui en avait tant coûté de se séparer de moi que, puisque Dieu m'avait renvoyé à elle, elle me rouvrait maternellement sa porte, ses bras et son cœur. Au reste, j'avais quelque espoir. Adolphe m'avait promis de faire pour moi des démarches auprès de M. Laffitte, le banquier. Si M. Laffitte m'accordait une place dans ses bureaux, où l'on était occupé de 10 heures à 4 heures, il nous resterait toute la soirée et toute la matinée pour travailler. D'ailleurs, ne resta-t-il pas de temps, on en ferait. Le principal était d'être à Paris, l'important était d'allumer notre pauvre chandelle au foyer universel, immense, éblouissant, qui éclairait le monde. 15 jours après mon retour de Crépy, je reçus une lettre d'Adolphe. Les demandes avaient échoué. Les bureaux de M. Laffitte regorgeaient d'employés. On parlait de faire une épuration. Dès lors, je résolus de mettre en pratique, à la première occasion, le projet que j'avais arrêté pendant la dernière nuit d'insomnie que j'avais passée chez M. Lefebvre. Ce projet était parfaitement simple, et par sa simplicité même, il me paraissait propre à réussir. Je choisissais, dans le portefeuille de mon père, une douzaine de lettres du maréchal Jourdan, du maréchal Victor, du maréchal Sébastiani, de tous les maréchaux qui vivaient encore, enfin, et avec lesquels mon père avait été en relation. Je réunissais une petite somme, je partais pour Paris, je faisais des démarches auprès de ces anciens amis de mon père, ils en faisaient de leur côté, et c'était bien le diable si 4 ou 5 maréchaux de France, dont un était ministre de la guerre, n'arrivaient pas, en réunissant leurs influences, à trouver une place de 1200 francs au fils de leur ancien compagnon d'armes. Mais tout cela, qui a l'air simple et naïf au premier coup d'œil, comme une pastorale de Florian, était d'une exécution assez difficile. La petite somme, si petite qu'elle fût, n'était point aisée à réunir. D'ailleurs, une dépense que j'avais faite inconsidérément à Crépy vint compliquer la situation. À Crépy, je m'étais lié avec un jeune homme qui avait habité Paris, on le nommait Le Cornier. C'était le frère de cette gracieuse personne dont j'ai consigné le prénom dans un de mes précédents chapitres. Vous vous le rappelez, quoiqu'il n'ait été prononcé qu'une fois, ce charmant nom d'Athénaïs, qui veut dire Athènes, Minerve, Pallas, chose que bien certainement ignorait celle qui le portait. Donc, honteux d'aller dans le monde aristocratique de Crépy avec mes vieux habits de Villers-Cotterêts, j'avais obtenu, comme j'étais absolument de la même taille que le Cornier, qu'il écrivit à son tailleur de me faire un habit, un gilet et un pantalon. Le Cornier avait écrit, j'avais envoyé mes 20 francs valoir sur la fourniture, et 15 jours après, le tailleur m'avait expédié les effets avec la facture de 155 francs, sur laquelle les 20 francs que j'avais envoyés étaient portés en acompte. Il était convenu que le reste de la facture se payerait par 20 francs et mois par mois. Le tailleur se nommait Bams et logeait rue du Helder numéro 12. On voit aux chiffres de la fourniture que, quoique Bams logeât dans le quartier fashionable, ce n'était ni un chevreuil ni un staupe, non, c'était un industriel à prix doux, égaré hors du quartier latin où il eût dû toujours rester. Mais par cela même qu'il faisait de petites affaires, Bams avait d'autant plus besoin de leurs petits produits. Quelque économie que j'eusse appelée à mon aide, je n'avais pu, le mois suivant, mettre de côté les 20 francs promis. Ne les ayant pas, je n'avais donc pu les envoyer. Cette première infraction à notre traité avait inspiré des inquiétudes à Bams. Cependant, Bams connaissait le Cornier comme appartenant à une famille sinon riche, du moins aisée. Le Cornier tenait, avec une exactitude scrupuleuse, ses engagements envers lui. Il devait donc attendre avant de manifester son souci. Le second mois arriva. Il y avait même impossibilité de ma part et en conséquence redoublement d'inquiétude de la part de Bams.
Sur ces entrefaites, j'avais crité crépi, on sait dans quelles circonstances, et j'étais revenu à Villers-Cotterêts. 5 ou 6 jours après mon départ, Bams, de plus en plus inquiet, avait écrit à Le Cornier. Le Cornier avait répondu en indiquant ma nouvelle adresse. Il en résulta qu'un jour, vers le commencement du 3e mois depuis la fourniture, comme je flânais sur le seuil de la porte, une heure sonnant au clocher de la ville, la diligence venant de Paris s'arrêta sur la place, et il en descendit un voyageur qui fit au conducteur 2 ou 3 questions, s'orienta et vint droit à moi. Je devinai une partie de la vérité. Bams marchait les genoux en dehors comme du Guesclin, et il fallait certainement être homme d'armes ou tailleur pour marcher ainsi. Je ne m'étais pas trompé. L'inconnu vint droit à moi et se fit connaître. C'était Bams. Il s'agissait de jouer quelque chose comme la scène de Don Juan et de Monsieur Dimanche, ce qui m'était d'autant plus difficile que je n'avais jamais lu Don Juan. Cependant, l'instinct suppléa à l'instruction. Je reçus Bams à merveille, je le présentai à ma mère, à laquelle, par bonheur, j'avais touché quelques mots de cette première lettre. Je le fis rafraîchir et lui proposai de s'asseoir ou, à son choix, de venir visiter notre propriété. Dans la situation de Bams, le choix était fait d'avance, il préféra visiter notre propriété. Maintenant, qu'était-ce que cette propriété dont le lecteur m'a déjà entendu parler, mais qu'il a certainement oublié? Cette propriété, c'était cette maison de M. Harlay, dont ma mère payait la rente viagère depuis quelque chose comme 40 ans. M. Harlay était mort pendant mon séjour chez Maître Lefebvre, mais comme s'il en eût fait le pari, il était mort le jour anniversaire de sa naissance, lequel terminait triomphalement sa 90e année. Malheureusement, cette mort ne nous avait pas porté un grand profit. Ma mère avait emprunté sur la maison et le jardin à peu près la valeur de la maison et du jardin, de sorte que, par cet héritage, nous n'étions ni plus riches ni plus pauvres. Et même, comme il y avait eu certains droits à payer, je me hasarderais à dire que nous étions plus pauvres au lieu d'être plus riches. Mais Bams ignorait ces détails. Je lui proposai donc, comme je l'ai dit, de venir faire un tour de nos propriétés. Il accepta. Je détachai Pyrame et nous sortîmes. Au bout de 50 pas, Pyrame nous quitta pour suivre un boucher qui passait avec une moitié de mouton sur son épaule. Je consigne ce fait qui, tout insignifiant qu'il paraît au premier abord, ne fut pas sans influence sur ma destinée. Car que se serait-il passé de moi et de Bams si ce boucher, nommé Valta, n'avait point passé et si Pyrame ne l'avait pas suivi? Nous continuâmes notre chemin sans nous occuper de Pyrame. À tout moment, l'homme coudoie un grand événement sans le savoir et sans le sentir. Nous fûmes bientôt arrivés. La maison de M. Harlay, devenue la nôtre, était située elle-même sur la place de la Fontaine, à 200 pas peut-être de celle que nous habitions. J'avais pris les clés, j'ouvris les portes et nous commençâmes par visiter l'intérieur de la maison. Elle n'était pas propre à inspirer une grande confiance. Tout y avait vieilli avec le bonhomme qui venait d'y mourir, lequel se serait bien gardé d'y faire une seule réparation, attendu, disait-il, qu'elle durerait toujours bien autant que lui. Elle avait duré autant que lui, c'était vrai, mais néanmoins, il était temps qu'il mourût. S'il eût tardé seulement 1 an ou 2 à prendre ce parti, c'était lui qui durait plus que la maison. L'intérieur de notre pauvre propriété offrait donc l'aspect du plus triste abandon, du plus complet délabrement. Les parquets étaient défoncés, les papiers déchirés, les carreaux cassés. Bams secouait la tête et dans son baragouin, moitié alsacien, moitié français, « Zêtre en bien mauvais état, disait-il, ah, mon Dieu !» Eh bien, certainement, j'eusse offert à Bams la maison en échange de sa facture, qu'il n'en aurait pas voulu. Quand la maison fut visitée, « Allons voir le jardin maintenant, dis-je à Bams. »« Il être-t-il en aussi mauvais état que la maison, le chartin ?» demanda-t-il. « Dame, tout cela est un peu abandonné, mais maintenant que c'est à nous, il va falloir beaucoup d'argent pour entretenir cette vieille gargote. » fit judicieusement observer Bams. «
Oh, bah, on en trouvera, répondis-je. Si ce n'est pas dans notre poche, ce sera dans celle des autres. Ah bon, alors si vous en trouvez, tant mieux. Nous avions traversé la cour et nous entrions dans le jardin. C'était au commencement d'avril. Il venait de s'écouler 2 ou 3 belles journées, vous savez, de ces journées qui, comme des servantes fidèles, plient le blanc manteau de l'hiver et déplient la robe verte du printemps. Or le jardin, tout abandonné qu'il était comme les appartements, poursuivait son œuvre de vie en opposition avec l'œuvre de mort de la maison. La maison vieillissait tous les ans, le jardin rajeunissait. On eût dit que les arbres, pour un bal donné par la forêt, s'étaient fait poudrer, pommiers et poiriers en blanc, pêchers et amandiers en rose. Rien n'était jeune, rien n'était frais, rien n'était vivant comme ce jardin du mort. Tout se réveillait avec cette nature qui se réveillait elle-même. Les oiseaux commençaient à chanter, et 3 ou 4 papillons, trompés par ces fleurs et par ce premier rayon de soleil, voletaient encore engourdis. Pauvres éphémères nés le matin et qui devaient mourir le soir. « Eh bien, demandai-je à Bams, que dites-vous du jardin ? Ah, il être très choli, c'est être malheureux qu'il ne soit pas dans la rue de Rifoli. Oh, il y aura pour plus de 100 écus de fruits, voyez-vous, dans ce jardin-là. Puis, s'il ne vient pas de m'au fesses cheler. » Nous fîmes le tour du jardin, et puis, lorsque je crus voir que la satisfaction l'emportait sur le doute, je ramenai Bams à la maison. Le dîner nous attendait. Je crois que le dîner fit passer Bams de la satisfaction au doute. « Eh bien, me dit-il, quand il eut pris sa tasse de café et sa goutte de cognac, nous allons un peu parler de nos bedites affaires. »« Comment donc, mon cher Bams, volontiers. » Ma mère poussa un soupir. « Voilà, continua Bams, la vague dure, il être 255 francs, sur lesquels je vous ai donné 20. Sur lesquels vous m'en affre tonné 20, reste en drans de zinc. Sur ces drans de zinc, vous deviez m'en donner 20 par mois. Il y a 2 mois d'écoulés, je l'avais 40 que vous me devez. 40 juste, mon cher, vous comptez comme barème. Oui, je compte bien. » La situation devenait embarrassante. En ouvrant le comptoir de ma pauvre mère et en le grattant jusqu'au dernier sou, on n'y eût certes pas trouvé les 40 francs réclamés. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. « Monsieur Dumas est-il ici ?» demanda une voix des plus vulgaires. « Oui, monsieur Dumas est ici, répondis-je de mauvaise humeur. Que lui voulez-vous ? Ce n'est pas moi qui lui en veux. À qui donc alors ? Un Anglais qui est chez monsieur Cartier. Un Anglais, répétai-je. Oui, un Anglais qui est très pressé de vous voir. C'était bien mon affaire. Si pressé que fût l'Anglais de me voir, il ne l'était pas autant que je l'étais, moi, de quitter Bams. Ah, mon cher Bams, lui dis-je, je reviens, attendez-moi. À mon retour, nous finirons vos comptes. Revenez vite, il faut que je reparte ce soir. Soyez tranquille, je ne fais qu'aller et venir. Je pris ma casquette et je suivis le garçon d'écurie qui avait déclaré à ma mère, fort surprise, qu'il avait ordre de ne pas revenir sans moi. Cartier, chez lequel était l'Anglais qui me faisait demander, était un vieil ami de notre famille, aubergiste à la Boule d'Or, hôtel situé à l'extrémité est de la ville sur la route de Soissons. C'était chez lui qu'on prenait les diligences. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que l'Anglais qui me faisait demander fût chez lui. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'est que cet Anglais me fit demander. Lorsque je parus dans la cuisine, le père Cartier, qui se chauffait selon son habitude au coin du feu, s'approcha de moi. « Viens vite, me dit-il, je crois que je vais te faire une bonne affaire. »« Ah, ma foi, elle sera la bienvenue, répondis-je. Jamais je n'ai eu tant besoin de faire une bonne affaire. » Alors suis-moi. Et Cartier, marchant devant moi, me conduisit à un petit salon où dînaient les voyageurs. Au moment où nous ouvrîmes la porte, nous entendîmes une voix qui disait, avec un accent anglais fortement prononcé, « Ah, prenez garde, master le hôte, le doc ne pas connaître moi, et sauvez-lui.
Ne craignez rien, milord, répondit Cartier. J'amène son maître. Pour tout aubergiste, un Anglais a droit au titre de milord. Aussi, n'épargne-t-on pas ce titre. Il est vrai qu'en général, on le fait payer. « Ah, entrez, sir, dit l'Anglais, essayant de se soulever en appuyant les deux bras sur les bras de son fauteuil. Il n'y put réussir. Ce que, voyant, je m'empressai de lui dire « Ne vous dérangez pas, monsieur, je vous prie. »« Oh, je ne dérange pas moi, dit l'Anglais, retombant dans son fauteuil avec un grand soupir. Le temps qu'il mit à se soulever et à retomber dans son fauteuil avec ce mouvement d'élévation et d'affaissement dont peut donner l'idée une omelette soufflée qui crève, fut employé par moi à jeter vivement les yeux sur lui et autour de lui. C'était un homme de 40 à 45 ans, d'un blond rouge, avec les cheveux coupés en brosse et les favoris taillés en collier. Il avait un habit bleu à boutons de métal, un gilet chamois, une culotte de casimir gris, avec des guêtres de pareille couleur comme en portent les grooms. Il était assis devant la table où il venait de dîner. Cette table offrait les débris d'un repas de 6 personnes. Il pouvait peser de 300 à 350 livres. À terre, assis mélancoliquement, le derrière sur le parquet, était Pyrame. Autour de Pyrame gisaient, étincelantes, 10 ou 12 assiettes récurées avec cette propreté que je lui connaissais à l'endroit des assiettes sales. Cependant, sur une dernière restaient quelques reliefs non achevés. C'étaient ces reliefs non achevés qui devaient être la cause de la mélancolie de Pyrame. « Venez parler à moi, monsieur, s'il vous plaît, » me dit l'Anglais. Je m'approchai, Pyrame me reconnut, bâilla en signe de reconnaissance, se coucha sur son ventre, pour se rapprocher de moi autant que possible, allongeant ses pattes sur le parquet et son museau sur ses pattes. « Me voici, monsieur, dis-je à l'Anglais. « Bien, fit-il. » Puis, après une pause, « Le dogue, à vous, il plaît à moi, dit-il. C'est bien de l'honneur pour lui, monsieur. Et l'on dit à moi que vous consentiriez peut-être à le vendre à moi si je vous en priais fort bien. Il ne faudra pas m'en prier fort bien, monsieur. Je cherchais à m'en défaire et du moment où il vous fait plaisir. Ah oui, il fait plaisir à moi. Eh bien, prenez-le. Oh, je ne demande pas le dogue pour rien. Cartier me poussait du coude. Monsieur, lui dis-je, je vous ferai observer que je ne suis pas marchand de chiens. On m'a donné celui-ci, je vous le donne. Oui, mais il a coûté la nourriture à vous. Oh, la nourriture d'un chien n'est pas chère. Oh, n'importe, il est juste que je le paye, la nourriture. Combien y a-t-il de temps que vous avez le dogue? 2 ans, à peu près. Je vous devais son nourriture pendant 2 ans. Cartier continuait à me pousser le coude. De mon côté, je commençais à comprendre que la nourriture du chien allait merveilleusement m'aider à payer l'habit du maître. « Eh bien, soit, dis-je, vous me paierez sa nourriture. Estimez la nourriture. Que pensez-vous de 50 francs par an? »« Oh, oh, est-ce trop? » demandai-je. « Au contraire, je trouvais que ce n'était pas assez. Le dogue, il a mangé beaucoup. » Oui, c'est vrai, monsieur, je voulais même vous en prévenir. Oh, je l'ai vu, mais je aimais, moi, les animaux et les gens qui mangeaient beaucoup. C'est qu'ils ont un bon estomac, et le bon estomac, il faisait le bon humour. Eh bien, alors, vous serez servi à votre guise. Vous disiez donc que c'est 10 Napoléons. Non, monsieur, j'ai dit 5 Napoléons. Cartier me poussait de plus en plus le coude. « Ah, 5 Napoléons, vous ne voulez pas 10 ?»« Non, monsieur, et encore, est-ce parce que les 5 Napoléons me tirent d'un grand embarras dans ce moment-ci. »« Oh, voulez-vous 15 Napoléons? Je trouvais que le dogue, il valait 15 Napoléons. »« Oh, mais non, donnez-moi 5 Napoléons et le chien est à vous. »« Comment il appelait, lui, le dogue? »« Pyrame. »« Pyrame, fit l'Anglais. Pyrame ne bougea pas. « Oh, continua l'Anglais, comment dites-vous qu'il appelait lui? »« Je vous ai dit Pyrame. »« Il n'avait pas bougé quand j'ai appelé lui. »« C'est qu'il n'est pas encore habitué à votre prononciation. »«
Oh, il habituera, lui. Oh, cela ne fait pas de doute. Vous croyez? J'en suis sûr. Bon, je rends grâce à vous, monsieur. Voilà les 5 Napoléons. J'hésitais à les prendre, mais il y avait eu, dans l'accent anglais avec lequel avaient été prononcées les dernières paroles, une intonation qui m'avait si cruellement rappelé l'accent allemand de Bams que je me décidai. « Ah, je vous remercie, monsieur, lui dis-je. « Ah, c'est moi qui remerciez vous, au contraire, répondit l'anglais, en essayant de se lever de nouveau, tentative qui fut aussi malheureuse que la première. Je lui fis signe de la main tout en saluant. Il retomba dans son fauteuil et je sortis. « Ah ça, demandai-je au père Cartier, comment donc se fait-il que ce Pyrame soit tombé dans les mains d'un pareil maître? Il est né coiffé, ce gaillard-là. » Ah, c'est la chose la plus simple. Valta m'apportait une moitié d'agneau, Pyrame a senti la chair fraîche, il a suivi Valta, Valta venait ici, Pyrame est venu ici. L'Anglais descendait de voiture, il a vu ton chien, on lui a recommandé l'exercice de la chasse. Il m'a demandé si le chien était bon, je lui ai dit que oui. Il m'a demandé à qui était le chien, je lui ai dit qu'il était à toi. Il m'a demandé si tu consentirais à le vendre, je lui ai dit que j'allais t'envoyer chercher et qu'il s'en informerait à toi-même. Je l'ai envoyé chercher, tu es venu, te voilà, Pyrame est vendu, et tu n'es pas fâché. Ah, ma foi, non, le gredin était si voleur que j'aurais été obligé de le donner ou de lui casser la tête, il nous ruinait. Cartier fit un mouvement d'épaule qui voulait dire « ce n'est pas difficile ». Et puis, passant à un autre ordre d'idées, « te voilà donc revenu, me dit-il. Vous le voyez bien. Tu t'ennuyais à Crépy? Je m'ennuie partout. Que veux-tu donc faire? Parbleu, je veux aller à Paris. Et quand pars-tu? Ah, peut-être plus tôt que vous ne croyez. Ah, ne pars pas sans me donner ma revanche. Soyez tranquille. Avant de partir pour Crépy, j'avais battu Cartier à plate couture au billard. D'ailleurs, repris-je, si je pars, comme je ne partirai que par votre voiture, vous m'arrêterez sur le marchepied. Ah, c'est dit, mais cette fois ce sera une partie à mort. À mort. Il faudra que les 5 Napoléons restent sur la place. Ah, vous savez que je ne joue jamais d'argent, et quant à mes 5 Napoléons, ils ont leur emploi. Allons, c'est bien, adieu. Au revoir. Et je quittai Cartier avec un engagement pris. On verra où me conduisit cet engagement. En rentrant à la maison, je trouvai Bams qui commençait à s'impatienter. La première voiture allant à Paris passait par Villers-Cotterêts à 8 heures du soir. Il en était 7. « Ah, bon, fit-il, vous voilà, je ne comptais plus sur vous. »« Ah, comment, dis-je en imitant son jargon, vous ne comptiez plus sur moi ?» Puissance admirable de l'argent, je me moquais de Bams qui, 1 heure auparavant, me faisait frissonner de terreur. Bams fronça le sourcil. « Nous tissons donc, dit-il. Nous disons que je vous dois 20 francs par mois, qu'il y a 2 mois écoulés sans paiement et que par conséquent je vous dois 40 francs. Fou me te fait 40 francs. Eh bien, mon cher Bams, les voici. » Et je jetai 2 Napoléons sur la table, en ayant soin de faire voir les 3 autres au fond de ma main. Ma pauvre mère me regarda avec le plus profond étonnement. Je la rassurai d'un signe. Le signe fit cesser la crainte, mais non l'étonnement. Bams examina les 2 Napoléons, les frotta pour s'assurer qu'ils n'étaient pas faux, et les fit couler l'un après l'autre dans sa poche. « Vous n'avez besoin de rien ?» demanda-t-il. « Non, merci, très cher. D'ailleurs, je compte aller à Paris d'ici à peu de temps. »« Ah, vous savez que je retiens votre pratique. »« Soyez tranquille, mon cher Bams, c'est à la vie et à la mort. Mais si vous voulez partir à 8 heures... »« Comment, si je veux partir, je crois bien. »« Eh bien, il n'y a plus de temps à perdre. »« Ah, diable. Vous savez où s'arrête la voiture ? » ?»« Oui. » « Eh bien, bon voyage. Adieu, Mossire Touma, adieu, Madame Touma, adieu, adieu. » Et Bams, enchanté non seulement d'avoir touché 40 francs, mais encore d'être un peu rassuré sur sa créance, partit en nous envoyant cette dernière bénédiction de toute la vitesse de ses petites jambes.
Ma mère lui laissa le temps de refermer les 2 portes. « Mais, malheureux enfant, demanda-t-elle, où donc t'es-tu procuré de l'argent ?»« Ma mère, j'ai revendu Pyrame. »« Combien ?»« 100 francs. »« De sorte qu'il te reste 60 francs. »« À ton service, bonne mère. »« Ah, je suis bien forcé de les prendre. J'ai 200 francs à payer demain à l'entreposeur et je n'avais là que 150. »« Ah, les voici, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« C'est qu'au moment où je ferai mon voyage à Paris, tu me les rendras. »« Et avec quoi ? » ?»« Ah, cela me regarde. »« Allons, soit. En vérité, je commence à croire que le bon Dieu est avec toi. » Sur quoi nous allâmes nous coucher tous les 2 avec cette foi sainte qui ne m'a jamais abandonné. Cependant, je doute que la foi de ma mère fût, à ce moment-là surtout, aussi robuste que la mienne.